Et bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette cinquième édition, si je me suis... Oh my god. Oui, cinquième édition déjà, du placotage des guerriers avec Hakim. Bonjour Hakim, Bonjour, bonjour. est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, passez une bonne semaine. Ben oui. C'est- cette fois-ci, je me suis mis avec toi. Ouais, on, le on- petit breuvage. on a le thé ensemble, donc santé. Un placotage santé, là, C'est- c'est insultant. Props à Cli, j'espère que tu vas bien aussi. Yeah! Salut à qui? Donc, si je me souviens bien, Hakim, on en était la dernière fois à parler euh, de l'utilité personnelle et dans la société de la science. Donc là, on avait dévié sur mon côté à moi, mais aussi sur la philo. Mais bref, est-ce que tu peux nous faire un rappel, rapide rappel sur ce qu'on a envie de discuter aujourd'hui? Envie, je sais pas, mais c'est un rappel certainement, là. En fait, je pense on, on, on- on avait abordé la perspective un peu comme personnelle, là, c'est-à-dire le jeune étudiant ou la jeune étudiante là, qui arrive dans un programme plein d'espoir avec une certaine vision de ce qu'il va faire, puis qui est confronté à la réalité finalement de ce que c'est, là, puis Uh-huh. qui s'entraîne une certaine, un désenchantement, là, peut-être une déception. Uh-huh. Puis Je me que sens pas concerné du tout par ça, Hakim. ben, je pense que rendu là, toutes les études post-secondaires là, ou post-collégiales, ça crée cet effet-là à un moment ou à un autre. Ben, en tout cas, j'imagine, hein. Mais, euh, mais ouais, que ultimement, je pense que ce mur-là, ça force une remise en question, là. Tout à fait. Ça force Donc, peut-être des réponses aussi, là. ce que j'avais mentionné, moi, la semaine dernière, en fait, c'était que le sentiment de potentielle inutilité, disons-le comme ça, pas nécessairement d'inutilité avérée, mais de potentielle inutilité, c'est quelque chose qui apparaît aussi en sciences et particulièrement dans des domaines. J'imagine qu'actuellement, les personnes qui travaillent sur la COVID, mettons, sur la COVID-19, ils n'ont pas ce sentiment-là là, d'être complètement inutiles. Je pense qu'ils ont effectivement le sentiment de faire quelque chose d'important maintenant. Mais il y a tellement d'autres sciences que que celle qui est utilisable au quotidien et de celle qui est utilisable maintenant que des choses comme moi je fais sur la fatigue musculaire chez les violonistes qui a été simulée par ordinateur dans un contexte de épaule droite sur période de jeu prolongée. Donc c'est tellement spécifique que finalement tu vois pas réellement d'utilité à ça et c'est quelque chose qui peut être challengeant au jour le jour, de garder sa motivation là-dessus. Là. Ben ouais, c'est clair, surtout que on dirait que l'étalon de mesure à ça, c'est est-ce que je vais changer le quotidien du plus grand nombre de personnes possible? Mhm. Souvent, la réponse c'est non, là. Je pense que quand tu fais de la recherche, peu importe quand tu fais une étude quelconque, ou en fait, la plupart de nos activités ont absolument aucun impact dans la vie des autres. Puis si on cherche à Avoir un provoquer impact. ça, c'est un peu difficile. Souvent, l'impact, je pense qu'il est il est le produit du hasard, là. C'est pas vrai que tous les chercheurs et chercheuses ultra spécialisés en COVID vont avoir un impact, même si tous les spotlights sont sur eux en ce moment, là. Tout à fait. Mais en fait, c'est une équipe dans le lot qui va tomber sur le chiffre heureux, disons ça comme ça. Éventuellement, toutes ces équipes-là, elles cherchent dans des directions différentes et toutes ces directions-là n'ont pas des aboutissements de réussite. C'est normal que sur 20 équipes qui travaillent sur un projet, il y en a évidemment beaucoup plus que 20, et bien qu'il y en ait 19 en fait qui ne se rendent pas au fil d'arrivée parce qu'il y en a une qui va avoir arrivé au fil d'arrivée et surtout il y en a une qui va être partie dans la bonne direction. Les autres sont peut-être partis par là alors que le fil d'arrivée était par là-bas. Mais ça, tu peux pas le savoir avant d'avoir d'explorer la chose. Mhm. Et ultimement, puis je pense que c'est là où il faut réussir à se sortir de soi-même. C'est que ça prend ces 20 équipes-là. Parce que statistiquement, on veut qu'il y en ait une des 20 qui a été dans la bonne direction. T'sais. Donc, même si toi, personnellement, t'arrives à rien ou t'arrives à aucun résultat probant ou intéressant, ça veut pas dire que t'as pas été utile
dans la recherche en général. Ouais, Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est vraiment, c'est quelque chose de collectif. C'est l'activité en tant que telle qui est importante. tout à fait. Le fait de... Ouais, le fait d'être là, de servir à produire des briques sur lesquelles la science va se monter finalement, ça fait partie de la chose. Même si, puis tu sais, c'est là où quand des gens te disent ou te posent la question, mais à quoi ça sert ce que tu fais? Euh, que c'est difficile de répondre ça parce que tu sais, t'as envie de dire, ok, mais je sers à avancer la connaissance. Tu sais, t'as envie d'avoir ce beau côté onirique là, sur, ok, mais tout le monde pousse dans la bonne direction et les choses avancent bien. Alors que la réalité, c'est que si tu me demandes à quoi ça sert ce que je fais, la réponse est probablement que je le sais pas. Sauf que, mettons qu'on prend mon exemple à moi, les choses que j'ai développées sur le violon, ben, actuellement, elles sont aussi utilisées pour faire de la marche pathologique. Donc, c'est les mêmes outils, c'est le même logiciel. Et si j'avais pas travaillé sur ce logiciel-là, mais on serait pas en mesure de faire de la simulation de marche pathologique pour essayer de trouver les raisons derrière pour lesquelles il y a des problèmes au niveau de la marche. Donc, Ok. donc ultimement, tu sais, ce que tu développes, même si ça a l'air d'avoir aucune utilité, ça peut en avoir une. C'est juste que t'es pas certain que ça va en avoir une. Ouais, puis même si ça n'a pas d'utilité, ben au moins on sait que ça n'a pas d'utilité. Oui, oui, au départ. C'est parce qu'il faut explorer la voie de toute façon. En Uh-huh. tout cas, j'imagine que ça fait partie de la game, là. Là, je me rends compte, je m'arrête 2 secondes, je me rends compte que j'ai oublié d'ajouter Picole dans mon écran. Donc, je fais ça. C'est scandaleux. C'est scandaleux, oui, tout à fait. Donc voilà, c'est maintenant chose réglée. Pardon. Mais, Euh, mais oui, ça, je t'en oui. prie. C'est important ce que tu dis quand même sur il faut avoir un peu cette impression-là que il faut le savoir finalement d'avance que les choses sur lesquelles tu travailles auront peut-être pas d'utilité parce que ça permet peut-être mieux de l'accepter. Tu sais. J'imagine qu'en philo, clairement, tu arrives avec l'idée que tu vas servir à quelque chose. De façon directe, je veux dire. Là. Oui, ben, je sais pas, je pense pas que ce soit exactement le même mindset, là, de, par exemple, du néophyte en sciences puis du néophyte en philo, parce qu'il y a beaucoup de gens. Les, j'ai aucune idée comment ça se passe pour les autres programmes. Peut-être que tu pourras m'en dire plus. Mais en philo, en tout cas, les raisons pour lesquelles les gens s'inscrivent en philosophie au bac, par exemple, euh, sont très, très diverses. Uh-huh. Ça va vraiment dans tous les sens. Il y en a que c'est pour tu sais que c'est très personnel, là. Genre c'est comme une quête existentielle, puis ils ont l'impression que la philosophie, ça va les aider. Il y en a d'autres qui ils ont la philosophie en très haute estime, puis rendu là, c'est comme une romantisation de la philosophie où t'as l'impression que la philosophie, c'est un peu le panacée de la connaissance ou je sais pas quoi, puis que Uh-huh. toi, tu veux jouer dans cette arène-là. Puis il y en a d'autres qui savent juste pas dans quoi s'inscrire, fait qu'ils s'inscrivent là-dedans en attendant, puis finalement ils aiment ça, puis ils continuent. En tout cas, c'est Uh-huh. vraiment. À qui il nous dit Euh, qu'il est coupable pour les deux raisons. ben oui, c'est ça. Mais je pense que beaucoup des étudiants et étudiantes, c'est très très rare qu'ils savent dans quoi ils s'embarquent, puis que leur vision de la philosophie reste immobile tout au long de leurs études. Je pense que c'est quasiment impossible en fait. Uh-huh. Ben, mais Puis si ta vision en fait change pas, c'est même potentiellement problématique. Tu sais. On s'attend à ce que les choses évoluent finalement au cours des années que tu étudies. ben oui, j'espère que oui, mais en même temps, je pense que ça peut créer certaines frustrations, là, comme tu l'as dit la dernière fois, puis aujourd'hui, c'est sûr qu'à un moment donné, ça crée une certaine friction parce que tes attentes sont irréalistes. Ouais, ouais, tout à Puis fait. là, ben, tu te ramasses à devoir comme te patenter une autre vision de la chose pour continuer à faire ça au quotidien, parce que sinon, ça Uh-huh. marche pas, là. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que sinon, il n'y a pas de sens en fait à continuer. Là. Non, c'est ça. Puis le truc, c'est que justement, ça va pas de soi, là. Tu disais que en science, ça a l'air d'aller de soi. Parce que c'est vraiment facile de rentrer en me disant ça va être utile, ça va Oui, nécessairement être utile. tout à fait.
en philosophie, je crois pas que ce soit aussi clair que ça. Uh-huh. Parce que souvent, ben, en tout cas, je pense que la plupart des gens qui s'inscrivent en philo, la première chose qu'ils ont en tête, c'est je veux juste en apprendre plus sur les philosophes puis ce qu'ils ont dit. Ouais, d'accord. C'est comme pour assouvir une certaine curiosité, mais c'est rare que tu rentres en pensant au après. Tu sais. Ouais. Je pense pas qu'il y a du monde qui se dit je vais sortir de là philosophe ou je vais sortir de là avec une bonne job. Tu sais, Uh-huh. c'est pas. La question se pose pas au départ, mais rapidement, ben, c'est parce que tu approches la fin du bac. Là, tu dois penser est-ce que je fais une maîtrise ou non? Ouais. Est-ce que j'essaie de trouver une job? Tu sais, puis là, il faut comme donner un sens aux 3 années que tu as passées à te casser la tête solidement. Là. La réflexion, la remise en cause, c'est comme pas le choix d'arriver parce que tu te dis, ah, mais c'est vrai, il y a un après. Tu sais, d'habitude, les gens font un bac pour autre chose, pas Pour un pour le bac objectif, en oui. soi. Tout à fait. Fait que, c'est ça, mais après, la question reste bonne. Tu sais, à quoi ça sert? Est-ce que, Euh, pardon, est-ce que dans ce que tu as vu là, par rapport aux étudiants en philo, tu as beaucoup de personnes qui sont au retour aux études, tu sais, qui ont déjà leur carrière, qui ont déjà terminé euh, ou accompli, mettons, une utilité de leur vie, puis qui se diraient, OK, maintenant, je veux explorer d'autres choses qui est moins science ou tu sais, qui est plus sur la réflexion, plus sur les idéologies et qui décident de faire un retour et qui font des études ou ces gens-là, tu aurais plutôt l'impression qu'ils sautent directement dans l'arène en essayant de, je sais pas, de faire une émission de placotage, par exemple. écoute, honnêtement, je sais pas, là, ça va dépendre des cohortes puis des universités. Là. À l'UQAM, j'ai quand même remarqué qu'il y avait pas mal de monde qui venait d'un autre champ. OK. Puis que en fait, rapidement, là, je compte au moins 5 personnes que je connais dans le département qui venaient plus des sciences, du monde des sciences, puis qui sont inscrits en philo pour sortir un peu de la bulle science, puis Tout à fait. pour avoir un regard peut-être plus nuancé sur les sciences, puis plus critique. Mhm. Parce que c'est ça, ils se sentaient un peu pris à l'étroit là-dedans. Fait que oui, je pense que ça peut être un motif tout à fait valable, mais ça représente pas du tout, je crois, la majorité C'est pas des la étudiants et majorité. Ouais. étudiantes. Là. Non, je pense que c'est vrai qu'on a beaucoup de retours aux études. Je sais pas si c'est plus que d'autres. Faudrait voir des chiffres, là. Sûrement que ça a été calculé quelque part, mais En tout cas, s'ils font comme nous au département de kinésiologie, effectivement, il faut faire ça parce qu'à chaque 8 ans, il faut réévaluer son propre programme et voir d'où les gens viennent, pourquoi ils viennent, etc. etc. ok. De mon côté, j'avais, tu sais, j'ai évidemment, comme tous les étudiants qui sont passés au cégep, j'ai eu des cours de philo à valider. Et mon professeur, je pense que ça fait 2 semaines que j'essaie de me souvenir de son prénom, puis là, il vient de me revenir. C'est Jean-Claude, mais j'ai pas son nom de famille par contre. Ça va évidemment revenir, éventuellement revenir. Bref, Jean-Claude, c'était un philosophe des sciences. Et donc, c'est pour ça qu'il nous avait enseigné, parce que nous, on avait le profil sciences là, au cégep. Et j'ai tellement trouvé ce cours-là extraordinaire sur les cours avec lui, parce que je l'ai eu 2 fois sur 3, sur sa vision par rapport à la science, comment il voyait les choses. Et je pense pas que je lui ai jamais demandé ça avait été quoi son parcours, tu sais, qu'est-ce qui l'avait amené à devenir philosophe des sciences et finalement de voir la science non pas d'un point de vue de l'acquisition de connaissances, mais d'un point de vue à la fois éthique, mais aussi sur à quoi ça peut servir, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, ce genre de choses-là. Ouais. J'avais adoré Hmm. ce professeur-là, justement parce que il amenait un côté qui me touchait finalement là, sur la science. Est-ce que là, je sais que je dévie un petit peu, là, mais est-ce que vous avez des choses comme ça? Tu sais, je sais que toi, tu es intéressé par la philosophie des arts, philosophie des sciences. C'est quelque chose que vous discutez ou c'est laissé à vous pour la suite? Non, non, en fait, c'est une partie non négligeable du programme si tu choisis de t'orienter là-dedans. Là. D'accord. Il y a beaucoup de cours qui se penchent là-dessus. En fait,
je pense que de tout temps, la philosophie a entretenu un rapport assez étroit avec le monde des sciences. Mhm. Puis dans les programmes d'études aujourd'hui, ça se fait bien sentir, là. Ouais, d'accord. J'en profite aussi, petit aparté, là, il y a Akli qui dit: Pour ma part, je constate beaucoup de changements d'orientation après le bac, surtout vers la socio. Dès lors, la philo sert de base à d'autres disciplines plutôt que de se spécialiser. Puis c'est très On a dit vrai. quelque chose comme ça la semaine passée. Hein? Ça se peut. Mais c'est très vrai. Il dit sociaux, oui. Puis je rajouterais aussi droit. En tout cas, dans notre cohorte, il y a beaucoup de gens que je connais qui se sont orientés vers le droit après. Donc là, c'est Euh, plutôt dans l'inverse de ce que je posais tout à l'heure. Hein. C'est ça, c'est que là, ils font initialement leur bac en philo et ensuite ils dévient vers d'autres choses. ouais, c'est ça. Ouais, les deux sont. Ouais, mais c'est vrai. Tu sais, c'est parce que de toute façon, poursuivre en se spécialisant en philo, c'est difficile d'entrevoir des perspectives d'avenir, là. Je veux dire, c'est parce que, Mhm. premièrement, ça fait pas de toi. Tu peux avoir un postdoc en philo, ça fait pas nécessairement de toi un philosophe, là. Fait que tu sais, c'est un peu bizarre, là. Ouais. Euh, Ouais, c'est pas une technique. Dès que t'as acquis la technique, t'es devenu cette chose-là. Là. ouais, non, c'est pas. Ben, on pourrait penser ça, ça pourrait se défendre, mais moi, j'y crois pas vraiment. Puis c'est sûr qu'après, ben, en termes d'emploi, je pense que beaucoup de gens qui sont dans le programme réalisent qu'une des plus grandes perspectives, c'est l'éthique. Puis là, OK. tu te rends compte que, ben oui, éthicienne, c'est une job, puis c'est de plus en plus demandé, puis ça gagne en importance, en fait, dans la société. Fait que ouais, ça commence à devenir une perspective de carrière, mais tu sais, ça, c'est. Tu sais, quand tu t'inscris dans un programme de médecine, tu te dis je vais être médecin. Les gens qui s'inscrivent en philo, ils pensent pas nécessairement être éthicien, c'est quelque chose qui se découvre plus OK. tard. Ouais, ouais. Donc il y a ça, mais encore là, ça reste quand même marginal. Je pense que c'est ça. Là, tu sais, Akli, quand tu le présentes, c'est comme si c'était un choix délibéré de se servir de son bagage en philo pour se propulser dans une autre matière, mais euh, des fois, je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi, c'est carrément d'abandonner la philo, là. C'est se détourner de la philo pour faire autre chose. C'est Mhm. pas perçu comme une propédeutique ou je sais pas quoi. Donc, c'est pas l'idée de, OK, maintenant, je me sens avec un background solide sur la réflexion et sur mettons, la vérité. Et maintenant, je me sens outillé pour aller dans un autre domaine et éventuellement avoir un apport d'une nouvelle vue, tu sais, de la vue de quelqu'un qui a un background en philosophie dans cette discipline-là. C'est plutôt parce que, ultimement, tu vois pas nécessairement de fin à ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu veux dire? Ouais, c'est ça. OK. C'est un peu dommage parce que. Ben, puis là, tu sais, je parle de mon point de vue de complet néophyte et peut-être la vue de celui qui n'est pas encore rentré en philo. Mais, tu sais, j'aurais eu l'impression, personnellement, que. Tu sais, ce qu'on fait, par exemple, au cégep, où on étudie un peu la philosophie, mais 3 cours sur l'ensemble du cursus, tu sais, ça reste pas beaucoup. Moi, ça m'a donné plutôt l'impression qu'il aurait fallu carrément avoir un pan au complet, quasiment 1 an de réflexion à l'intérieur de chacun des cursus universitaires. Tu sais, comme si, finalement, la philosophie aurait dû s'intégrer dans chacune des disciplines pour aider à la réflexion et pas juste à être quelqu'un qui applique là, les choses qu'on nous apprend. Tu sais. Mais honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que tu sais, il y a la question de la place de la philosophie dans la société qui se pose, mais au niveau des parcours académiques, des parcours scolaires, je pense que la place de la philosophie est peut-être pas optimisée. Mhm. Tu sais, d'avoir un département de philosophie à l'université, puis d'avoir 3 cours comme de base un peu au cégep, je pense pas que ce soit la meilleure façon d'intégrer la philosophie à l'éducation et donc par extension à la société. Parce qu'effectivement, ben, faire de la philosophie des sciences, c'est pas du tout la même chose que de faire, je sais pas moi, de l'éthique ou Ouais, autre tout à chose, fait. là. Donc, mais effectivement, chaque programme devrait avoir son propre, je crois, là, je pense que ça, je crois, en tout cas, je pense que ça se défend très bien, là. Devrait avoir son propre comme département de philosophie interne, si on veut, là.
Tu sais, Ben, philosophie ça de existe. l'histoire, C'est philosophie de le... l'art, philosophie... ça existe, c'est l'éthique. Mais l'éthique, ça répond pas aux mêmes choses. Non, non, évidemment, Tu sais, mais... parce que se questionner sur sa démarche, tu sais, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça veut dire quoi être scientifique? Ça veut dire quoi? Tu Oui. sais, ma recherche, elle s'inscrit dans quelle trame? Toutes ces questions-là, c'est éminemment philosophique, mais je pense que les étudiants sont comme pognés à répondre à ça par eux-mêmes, Uh-huh. alors que pourtant, c'est des questions qui touchent tout le monde. Donc, je Oui, pense puis que ça serait pertinent d'avoir des... qui ont été largement posées aussi dans l'histoire, là. Oui, oui, c'est ça. C'est, tu sais, vous n'êtes pas seul, là. Tout le monde se pose cette question-là. Donc, je pense que d'en discuter à l'intérieur, puis, tu sais, par et pour des gens spécialisés, ça peut être vraiment, vraiment intéressant, là. Oui, puis que ce soit plus organisé aussi, parce qu'évidemment, évidemment, c'est pas le genre de question que tu te poses tout seul non plus. Tu sais, tu viens de finir ton cours de, je sais pas moi, de biomécanique, puis là, tu t'en vas dans le café, bon, évidemment pas actuellement, là, mais à l'époque où on pouvait aller encore prendre un café en groupe, là, tu t'en vas dans le café, puis là, tu regardes, mais à quoi ça sert ce que je suis en train de faire, tu sais? Puis tout le monde, finalement, se pose la question, tu dis, ouais, mais si t'as appris telle chose, puis moi, j'avais vu telle autre affaire, puis là, tu sais, c'est là où tu vas finalement, en groupe, essayer de réfléchir à quoi ça sert. Mais c'est pas une discussion structurée, c'est pas une discussion qui nous amène à quelque chose, et c'est surtout une discussion sur laquelle il n'y a aucun des protagonistes dans la discussion qui est capable d'orienter vers des personnes qui, par le passé, ont peut-être répondu à ça de façon intelligente et intéressante, là. Mhm. Ça, on n'a pas ce genre de choses-là qui est fait, hormis entre nous, pour les personnes qui avaient envie de se poser ce genre de questions-là. Ouais, c'est ça. Puis, ne pas faire ça, ça peut mener, je pense, à peut-être plus d'occurrences de gens qui, dans les disciplines, se dogmatisent un peu, puis ils oublient, ils perdent Mhm. un peu un certain sens de la perspective, Tout à fait. qui s'enferment là, dans leur discipline, puis tu Bon, sais, c'est ben, ça, ils deviennent comme scientistes ou je sais pas quoi, là, avec des idées très archaïques sur la science. ouais. Et la question méta, finalement, là, qui arrive naturellement par rapport à ça, est-ce qu'il devrait avoir un mini département de philo à l'intérieur du département de philo? Ouh. Euh, Peut-être. Certainement. Je pense qu'il y a bien du monde qui aurait du fun à faire ça, là. Après, euh, je sais pas. Peut-être que dans. Je pense que culturellement, la philosophie porte sa prétention aussi, là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens en philosophie qui pourraient peut-être penser qu'ils sont au-dessus de ça. Qui ont pas Ce serait pas besoin nécessaire, ouais. qui ont pas besoin de se poser la question à quoi je sers. Ouais, c'est ça. Ben, j'en doute, là, mais en tout cas, je sais pas. Mais certainement, je pense que ça pourrait être fait, là. Il y aurait clairement des choses à explorer au travers de tout ça, mais au final, tu sais, t'as juste pas le choix. Mhm. Individuellement, même si c'est pas fait, t'as pas le choix. À un moment donné, il faut que tu te poses, c'est quoi que je fais? Ouais. Parce que c'est ça, ben, tu sais, on en parlait l'autre fois, là, justement, ça ne va pas de soi. C'est vraiment étrange étudier la philosophie. T'es pas sûr de comprendre sur le coup ça consiste à quoi comme activité. Mhm. Puis clarifier ça, c'est assez indispensable. Mais après, une fois que ça c'est clarifié, c'est beaucoup plus facile, je crois, de voir c'est quoi la part extérieure, euh, donc dans la société là, ou dans l'histoire. Puis je te suggère qu'on embarque là-dessus, si Ben écoute, ça te tente. je t'en prie, je t'en prie. Est-ce que tu as un truc en particulier que je vois que tu as quelque chose en tête là? Ben oui, j'ai une sournoiserie en tête. Je me demandais, d'après toi, là, toi, tu trouves que ça sert à quoi, en fait, dans la Euh, vie? de quoi La ça? philo. La philo? My Ouais. God. Là, t'essayes de me prendre parce que j'ai dit quelque chose qui donnait l'impression que je trouvais que ça servait à rien par le passé, c'est ça? Non, non, je suis juste curieux d'avoir ton avis là-dessus. Je veux dire, je sais que ça t'intéresse. On en a beaucoup parlé ensemble à l'extérieur de ces capsules-là, Uh-huh. évidemment. Mais je pense que je t'ai jamais posé la question frontalement, donc j'en Directement. profite. Donc, ben, écoute, pour moi,
Puis là, je vais essayer de formuler ma réponse à l'intérieur des 6 prochaines secondes. Là. Pour moi, je pense que ma construction de la philosophie, puis la construction de l'utilité de la philosophie, elle s'est beaucoup, beaucoup faite avec le professeur que je parlais tout à l'heure, de Jean-Claude, dont je ne me souviendrai certainement pas le nom de famille bientôt, sur l'importance de questionner les choses, sur l'importance et de réussir aussi à voir Vézina. Merci Fred. Jean-Claude Vézina, qui est professeur à l'université au Cégep à Rimouski. C'est excellent professeur. Bref, je divague et j'essaie de ne pas répondre. Ouais, donc pour moi, ça s'est beaucoup construit à ce moment-là sur avoir une capacité à questionner les choses telles qu'elles sont montrées. Donc, je pense que si... puis là, encore une fois, c'est peut-être quelque chose de très, très personnel parce que je vais répondre uniquement par rapport à ce que ça m'a apporté, puis finalement, c'est l'utilité que moi, j'en ai trouvée. Mais c'est qu'à chaque fois maintenant que j'ai quelque chose qui m'arrive, une information qui m'arrive, je me pose toujours la question, OK, cette information-là, à quoi elle sert, comment elle est... et tu sais, j'essaie d'avoir un regard critique sur chacune de ces informations-là. Et c'est vraiment très, très associé à la science parce que pour moi, c'est indissociable là, sur le processus scientifique, dans le sens où on se pose constamment ces questions-là, mais l'émergence de cette capacité-là ou de cette qualité-là que j'ai eue au cours des ans, pour moi, elle est le produit de mon éducation scientifique et de mon éducation philosophique. Donc, ouais, donc pour moi, c'est vraiment cette chose-là qui permet, si on oublie là, les philosophes, mais si on parle à la philosophie appliquée à la population en général, c'est d'aider à mieux appréhender le monde. Donc, peut-être dans ce sens-là, je confonds avec la zététique. Tu sais, je ne sais pas si le terme te dit quelque chose là, en France, qui est... Ouais, qui est un peu la science de l'esprit critique, entre guillemets. Là. ouais. Et... Ben c'est ça, en fait, je t'écoute, puis je trouve que ça renvoie beaucoup à l'esprit critique, au oui, développement de l'esprit critique. Donc, exact. je- par rapport à ça, il y a un philosophe américain, John Dewey, qui s'est beaucoup penché là-dessus. OK, Puis je pense que c'est pas mal à lui qu'on doit le terme esprit critique. En tout cas, c'est lui qui l'a beaucoup popularisé, là. d'accord. Puis il définit ça comme il veut l'éloigner du scepticisme. Donc, scepticisme, c'est vraiment un esprit qui doute de tout. Ouais, de Qui, contradiction, là, presque. Là. ouais, c'est ça, qui s'enferme dans comme un abandon de la possibilité même de connaître, là. Donc, c'est comme quand tu es sceptique, tu crois en rien et tu ne peux pas croire en quoi que ce soit, finalement. Mhm. Fait que ce serait comme l'extrême de l'esprit critique qui remet trop en cause. Donc, il veut s'éloigner de ça, puis en même temps, il veut s'éloigner de l'esprit qui ne remet rien en cause, qui prend tout pour du cash, Oui, oui, tout à fait. l'espèce de naïveté Ben, euh, en que, mon que... sens, l'esprit critique, ou en fait, tout rejeter versus ne rien rejeter, c'est la même chose, en fait. euh, Tu poses pas de questions associées à ces choses-là. c'est la même paresse. Ça même paraît, Ce exact. serait comme, être à l'extrême entre, par exemple, ce qu'au Québec on appellerait être des moutons, puis l'autre extrême qui, encore au Québec, on appellerait être conspirationniste. Ouais, être QAnon. Euh, ouais, genre remettre les choses en cause, mais sans raison à proprement Ouais, valide. juste la Euh, remettre en cause. ouais, il y a Fred, les sceptiques du Québec. En fait, les sceptiques du Québec, ce qu'ils font, c'est un travail d'esprit critique, mais ils sont pas, sont pas sceptiques au sens philosophique du terme, ils sont sceptiques au sens comme vernaculaire, là. ouais, donc, D'habitude, dans le langage courant, quand on dit quelqu'un est sceptique, on parle d'esprit critique. c'est Alors ça. en philosophie, les sceptiques, c'est beaucoup plus radical que ça. Donc, en ce C'est sens-là, ouais. c'est plutôt dans le sens scientifique du terme, mettons.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est qu'il y a certaines explications que tu trouves pas satisfaisantes, là. Tu sais, avant je sais pas moi, la théorie de la gravitation de Newton, tu sais, la théorie en vogue, c'était que les objets avaient une place naturelle sur le sol, puis que quand il n'y avait pas de résistance, ils rejoignaient leur place naturelle sur le sol, puis ben, quelqu'un de sceptique aurait fait «Ouais, je suis pas sûr». Je suis pas mal sûr qu'il y a une explication qui a plus de sens que ça. Qui a plus de sens. Puis Puis les esprits critiques du Québec, ça aurait été bizarre comme titre de groupe, je pense. ouais, puis je pense que ça peut paraître prétentieux aussi. Ça, ouais, un petit peu. Mais c'est vrai que l'esprit critique, puis je pense que c'est la raison pourquoi c'est enseigné au Au cégep. Là, cégep, on ouais. reconnaît clairement l'utilité essentielle de l'esprit critique. Puis tu sais, c'est pas seulement une vertu qui est politique ou scientifique, c'est une vertu de tous les jours. Tout à fait. C'est d'être capable de faire confiance à sa propre capacité de juger parce que tu t'es penché sur tu sais, parce que tu as affiné tes outils de réflexion. Donc, quand il y a un problème qui se présente à toi ou une solution à un problème, mais peu importe tu sais, ça peut être une problématique d'un milieu de travail, ben tu vas te reposer sur ta propre capacité de juger plutôt que sur celle des autres ou sur aucune finalement. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment important, là. Je veux dire, c'est comme ça que tu te fais pas arnaquer. Tu sais, en fait, c'est ça, ben, Laurent Bergeron, il appelle ça de l'autodéfense intellectuelle. Je pense Ouais. que d'une certaine façon, il a raison, là. C'est que tu te rends autonome, en fait, sur le plan de la pensée. Tout à fait. Mais ceci dit, je suis très conscient dans l'utilité que j'ai mentionnée juste avant, que finalement, c'est extraire un pan de la philosophie qui a rien à voir avec tous les autres pans de la philosophie qui existent, et ne serait-ce que par rapport aux deux ou trois émissions qu'on a faites jusqu'à maintenant où on parlait de la philosophie des arts, où finalement, ça n'a rien à voir avec l'esprit critique, tu sais. Mhm. C'est pas ça l'objectif. Là, je te réponds, mettons, à brûle pour point sur ce que moi j'en pense. Et évidemment, la première chose qui me vient en tête, c'est celui-là. Mais je vois, puis clairement, les discussions qu'on a ensemble me permet aussi de voir toute l'étendue autour de laquelle moi je circonscris la chose, et que ça m'apparaît beaucoup plus large que ça. Si toi, tu avais à en donner une définition pour te renvoyer la balle Le, ou une de, utilité. L'utilité, ben, je pense qu'il y en a une on a discuté très récemment, c'est l'idée de protoscience. Oui. Donc, juste pour faire un petit retour là-dessus, là, l'idée étant qu'il y a des disciplines, ou en tout cas des champs d'intérêt d'exploration scientifique, ou en tout cas tout ce qui a trait à la connaissance, mais que la méthode est pas développée, Mhm. où l'objet d'étude est encore très mal circonscrit. Moi, c'est ce que j'appellerais une protoscience, là, donc une science qui est comme en germe, là, qui est en train de se faire, qui est en train qui est en train de se chercher finalement. Là. Euh, Dans le fond, proto dans le même sens que prototype. Là. ouais, c'est ça, c'est un prototype de science. Ouais. Puis en ce sens-là, je pense que la philosophie de l'art, c'est une forme de protoscience, c'est-à-dire que c'est comme c'est une science spéculative, là, en tout cas qui est encore en train de chercher son objet, de Uh-huh. chercher sa méthodologie. C'est intéressant ce que tu dis parce que, évidemment les sciences qu'on connaît actuellement, c'est celles qui existent. Tu sais. Et derrière, c'est difficile d'imaginer un autre champ de la science dans un endroit où on a un trou finalement. Et de dire que la philosophie des arts, ça se trouve être une proto-science, ça suggère que dans l'avenir, tu sais, je dis pas que c'est ce que tu dis, là, mais ça pourrait suggérer que dans l'avenir, il y a une science des arts qui apparaît sur laquelle on pourrait faire des mesures objectives et arriver à des conclusions qui ne sont pas spéculatives ou qui sont pas uniquement basées sur de la réflexion, mais qui sont objectivées là, via des mesures. Et c'est un peu comme Oui, un oui, mind blower. Là. ben oui, mais c'est ça, je veux dire, c'est parce que si on se limite à la pure expérimentation, tu sais, l'expérimentation scientifique là, qui est empirique, qui est quantifiable, qui est qu'on peut réviser, qu'on peut partager, etc. Mais cette définition-là stricte
de qu'est-ce que peut être une science, ça empêche de voir que ben, ces sciences-là, qui ont cette méthode-là, qui ont réussi à rendre opérationnelles ces méthodes-là, ça n'a pas toujours été le cas. Là, genre, Ouais, dans le temps où la chimie, ben, c'était de l'alchimie. L'alchimie, c'était une chimie qui essayait de se trouver, là, qui tout se à fait. cherchait, puis qui essayait de trouver un langage commun pour parler d'une chose qu'on n'était pas encore sûr de savoir de quoi on parlait, mais c'est vraiment une tentative, c'est de l'exploration, puis ça, on en fait encore beaucoup, 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 là. Uh-huh. L'autre fois, je parlais avec du monde, puis ils me disaient, ben, dans 3000 ans, là, ils vont regarder nos sciences, probablement qu'ils vont se dire, ouais, c'est pas très solide, là, genre, C'était pas fort. ouais, c'est pas fort, tu sais, ça va ressembler à quelque chose d'aussi archaïque que comment nous on regarde aujourd'hui l'alchimie, par exemple. Tout à fait. Tu sais, ça va faire ésotérique, là. Puis ça, c'est parce qu'il y a des mécanismes d'émergence des sciences puis chaque nouvelle science va perfectionner ou apporter quelque chose aux sciences déjà existantes. Puis Ouais, en tout puis cas, c'est très dynamique, là. le pire, c'est qu'on en a un exemple actuel. Ils ont fait, je pense, il y a 2 ans, ils ont feedé à une intelligence artificielle des articles scientifiques de 90 à 2005, là, quelque chose comme ça. Et puis, ils ont demandé ensuite à l'intelligence artificielle de prédire, c'était un truc sur la théorie des matériaux, là, en géologie ou en physique, je ne me souviens plus exactement, mais bref, ils ont demandé à l'algorithme de prédire un article scientifique qui sortirait après cette chose-là. Et l'IA, finalement, a intégré tous les articles scientifiques qui étaient sortis avant et a pondu un article dans lequel il prédisait un nouveau matériau qui n'avait pas été découvert. Et ce matériau-là avait effectivement été découvert en 2011 dans un article scientifique qui n'avait pas été donné à la littérature là, par l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, ce que ça voulait dire, c'est qu'il y a moyen d'instruire une intelligence artificielle et que cette intelligence artificielle-là extrait des informations importantes beaucoup mieux que nous quand on lit les articles scientifiques, parce que des articles scientifiques, il y en a peut-être sur un sujet, il va en avoir 30 000. On ne sera jamais capable d'intégrer toute cette information-là, alors que l'intelligence artificielle, elle le fait de façon objective. Tu sais. Et donc, grâce à ça, ils arrivaient à prédire des choses. Et là, on n'en est pas à utiliser l'IA pour faire nos méta-analyses et tout ça, tu sais. Mais clairement, dans 3000 ans, ce sera plus à l'humain à lire les articles scientifiques que les autres ont écrits. Ça va être une synthèse qui va être générée de façon objective, tu sais. Ok, Ça peut être quelque ben, chose qui arrive, là. par rapport à ça, là, c'est un autre sujet, là, mais je veux juste mettre un petit bémol. Euh, je pense quand même qu'il faut vraiment faire attention quand on dit dans 3000 ans, il va se passer ça. Tu sais, moi-même, je viens de faire la même affaire en disant, ouais, on va regarder nos sciences d'aujourd'hui puis dire que c'est comme de l'alchimie, là. Genre, c'est pas crédible, c'est pas solide. C'est toujours à prendre avec un grain de sel, là. Évidemment. C'est impossible à prédire, là. On n'a aucune idée de qu'est-ce qui va se passer, même demain. Donc, mais, mais après, c'est ça, la piste de l'intelligence artificielle, je trouve ça drôle parce que c'est souvent amené comme le futur inévitable. Tu sais, les robots, l'intelligence artificielle vont tout gérer à notre place. Mais en même temps, bon, après, c'est sûr, là, je mets toutes mes cartes sur la table, là. C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout formé là-dedans, mais j'ai quand même quelques notions d'épistémologie, puis j'ai une certaine curiosité qui m'attire vers ce sujet-là, mais de ce que je comprends, genre, les algorithmes traitent l'information, mais la notion même d'information qu'ils traitent n'est pas du tout la même Non, qu'un humain traiterait. exact. Puis en même temps, mais la façon de traiter l'information est impossible. Déjà en partant parce qu'on ne sait pas vraiment comment les humains traitent l'information. Mais on Évidemment. suppose que les machines, clairement, ne traitent pas du tout non seulement le même genre d'information, mais aussi pas du tout de la même façon. Non, non, Donc, il s'intéresse pas au sens des mots. En fait, il s'intéresse aux mots d'une façon purement presque grammaticale, tu sais, et syntaxique. Et c'est en ce sens-là, finalement, que c'est une analyse objective parce qu'il s'en fout finalement de ce que le mot veut dire lui-même. C'est ses relations avec les autres mots qui deviennent importantes.
Et c'est grâce à ça, finalement, qu'il avait réussi à prédire un nouveau matériau. C'est qu'en prenant la littérature, où est-ce qu'elle était rendue à un certain point, l'IA avait réussi à faire des liens entre certains matériaux que personne n'avait jamais fait encore. Donc, l'IA avait détecté ce lien-là, alors que les autres personnes ne l'avaient pas fait, parce qu'elle s'intéresse uniquement à la syntaxique des mots. Ok. Ben, à ce moment-là, je pense que je préférais le mot formel plutôt que objectif. D'accord. Ça me Non, va. mais c'est juste que c'est objectif, souvent, c'est connoté comme c'est plus rigoureux. Ouais, non, Euh, moi, c'est pas en ce sens-là. Là, c'est objectif par opposition à subjectif. Là. ok. Par opposition à, c'est une décision. Donc, c'est si j'ai A. En fait, objectif dans le sens que c'est réalisé par un algorithme. Dans le fond, que la décision de choisir une chose ou une autre est faite non pas sur un critère de j'ai envie ou voici ce que c'est, mais de si A, j'ai ça, si B, j'ai cette autre chose-là. Donc, Ok. potentiellement formel, c'est plus dans la description de ce que tu veux dire. Par rapport à la philo, là, en sciences, objectif, c'est vraiment le bon terme là, pour définir ça, mais c'est peut-être moins dans le terme vernaculaire de la chose. Ok, ben à ce moment-là, je vais quand même revenir à la charge pour être sûr de bien comprendre parce que souvent objectif, du moins en philo, je sais pas à quel point il y a une différence avec l'utilisation en sciences, là, mais objectif, ça sous-entend aussi que quand c'est opposé à subjectif, en fait, c'est qu'on suppose que le subjectif, c'est ce qui est empreint de biais, alors que l'objectif, c'est dépourvu de biais, de biais c'est Ouais, cognitif, là. en science, ce serait difficile à dire ça parce que à la base, toute étude scientifique est basée sur un certain biais. T'es dans le sens où tu désignes ton étude scientifique avec une idée en tête. Et cette idée-là en tête va nécessairement teinter tes choses. Et c'est pour ça que finalement, mettons, je veux prendre l'angle au niveau du bras. Eh bien, si je regarde l'angle, puis je dis, OK, ben ça, t'as à peu près, t'es monté jusqu'à 90 degrés. Si je regarde en le disant, ça va être une mesure subjective. Par contre, si je prends un outil de mesure et que je suis capable de dire, OK, t'es allé à 89 degrés, plus ou moins 5, donc tu es capable de donner une étendue sur l'erreur que tu penses faire sur ta mesure, alors c'est une mesure objective. Ok, dans ce sens-là, ouais. Ok, ben, encore là, je pense que même par rapport à cette approche-là du terme, je pense que je préfère encore formel. Je dis ça parce que Ben, c'est vrai que c'est le connoté en fait. ben, c'est pas juste que c'est connoté, ben oui, là, c'est connoté, mais c'est que, par exemple, si je dis que l'algorithme, sa façon de procéder pour le traitement de l'information est objective dans la mesure où c'est des outils externes. C'est moins teinté de biais euh, parce que ça, là, c'est pas une opération qui se passe dans la tête de quelqu'un, Tout à c'est fait. externalisé, puis c'est public, donc c'est vérifiable par tout le monde. Euh, Même en ce sens-là, en tout cas en philosophie, on ne considérait pas nécessairement que c'est objectif pour autant dans la mesure où les choix qu'il effectue, ou en tout cas la manière de procéder de l'algorithme a été euh, fabriqué par une personne. OK. Euh, Ben, OK. Donc, je comprends où tu vas là-dessus. c'est que c'est Nous, orienté, là. ça resterait objectif. La seule définition importante d'objectif, c'est que si quelqu'un réapplique exactement les mêmes choses, il va retomber sur la même réponse. Ça va être considéré Ok, comme objectif. ok. Donc, Ok, ben c'est bon. Je vais m'accommoder de cette utilisation du terme, là. mais ceci dit, moi, je suis tout à fait ouvert à continuer cette discussion sur l'objectivité en sciences et en philo la prochaine fois parce que on arrive déjà, mon Dieu, à la fin de l'émission. C'est encore allé beaucoup trop vite. Euh, je- On s'écarte trop. on s'écarte On, trop, on- oui, mais on va finir. Ok, restez avec nous parce que peut-être que dans 15 épisodes, on va être capable de revenir sur la question ça sert à quoi la philo. mais tu vois, c'est tellement intéressant d'ouvrir toutes ces portes-là parce que finalement, chacune des portes qu'on ouvre, c'est une des utilités, tu sais. Donc, on en explore un petit peu plus à chaque fois, je trouve. Donc ça va dans la bonne direction. Je prends quand même 2 secondes pour saluer ma maman qui est actuellement à l'hôpital
quoi qu'elle en sort peut-être là, à cause d'une transfusion sanguine. Donc, allô maman. Bonjour. Et voilà, donc on est déjà à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un mot de la fin, Hakim, avant qu'on salue nos auditeurs? Ben là, bon repos. Bon repos. Je pense que on pourrait envisager de faire des sessions plus longues un jour. Ben potentiellement. J'avoue que sur YouTube, j'aime bien le format 40 minutes par contre. Ouais, je peux comprendre, ouais. Donc je profite de ce petit aparté pour vous rappeler qu'il y a ma chaîne YouTube ainsi que ma nouvelle chaîne Facebook, Le Scientifique du Lundi. D'ailleurs, je peux inscrire l'adresse du Scientifique de Lundi dans le chat. Je vous invite à liker la page Facebook, aussi à être follower de ma page Twitch. Comme ça, vous allez être informé à chaque fois qu'on a une discussion avec Hakim. Puis, dernière chose peut-être, si c'est pas de trop, Je t'en prie. il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui nous reviennent sur les émissions, mais par la bande, là, soit en nous écrivant, soit en nous parlant, mais faites-le quand même dans le chat. Dans le chat, ça peut être le fun, oui. Ouais, utilisez le chat. Je trouve que c'est un très bel outil, là, faut pas s'en priver. Donc, ça profite à tout le monde. Je rebondis là-dessus, hein, pour pouvoir écrire dans le chat, ça vous prend un compte Twitch. Et si vous avez un compte Twitch, eh bien, followez la page. Ça va être tout le monde est gagnant finalement grâce à ça. Eh bien, écoute, merci Hakim, ça a été encore une fois super intéressant. Donc là, on est rendu, si je me souviens bien, là, pour la semaine prochaine, dans l'objectivité, on avait discuté, on a fini sur l'exemple de l'écriture d'un article via intelligence artificielle. Je pense qu'il y a encore plein de choses à dire là-dessus. Ah ouais, là, on va rentrer dans les profondeurs. Tout à fait. C'est bon. Mais merci beaucoup, c'était bien le fun comme d'habitude. Super. Donc, pour tous les autres, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Moi, à partir de la semaine prochaine, je vais ralentir un tout petit peu hein, pour le temps des fêtes. Il y a d'ailleurs une période où je vais être sans Internet dans un chalet avec mes parents. Donc, je vais être loin caché. Donc, c'est sûr que vendredi prochain, il n'y a pas d'émission, mais on va voir peut-être pour en faire à un autre moment donné. Dans tous les cas, on se retrouve les lundis et jeudis pour de l'activité physique et potentiellement au début de la prochaine année, on recommence les activités d'écriture de groupe les mardis et mercredis. Et il va peut-être y avoir une émission spéciale mardi soir. Je vous tiens au courant sur Facebook. N'oubliez pas de liker la page. Merci encore une fois, Hakim. Je te souhaite une excellente fin de journée. Et pour tous les autres, c'est le Scientifique du Lundi qui vous souhaite bonne science. Salut.